au-delà des histoires personnelles puis des patentes que ça fait, qui sont du placotage quand même, là, ça démontre beaucoup sur la CAQ qu'on déteste tant. Et ces gens-là ne sont pas en train d'améliorer leur relation avec ceux qui les aiment pas. Je commence par l'histoire de Guilbeault qui, en fin de semaine, a voulu changer la donne sur son histoire où ce qu'elle s'est comportée comme une adolescente, là, dans l'histoire de ses photos qu'elle a elle-même prises, où 5 fois, elle n'avait pas de... Alors qu'elle est, premièrement, une fois ministre de la Sécurité publique, deuxièmement, ministre des Transports. Et là, ben, elle nous fait de la diversion en nous mettant une photo avec son nouveau, qui était son ex-chum, pour être sûr que là, il n'y ait plus de controverse avec l'histoire de Wautier. Puis là, ben, là-dedans, tu as du monde qui a défendre. À travers ça, tu as le premier ministre qui essaie de dire ben moi, je suis un gars honnête, je suis un gars qui ne fait pas de mensonges, puis en même temps, je suis un gars du peuple. La preuve, c'est que je vous donne de l'argent en période de... Il y a une relation bizarre. Moi, j'ai rarement vu ça. Tu sais, je veux dire, on ne pouvait pas aimer les libéraux pour certaines affaires. On ne pouvait pas être à l'aise avec les péquistes. Mais la game publique, là, le genre de marketing alentour de la CAQ et de la relation qu'ils ont avec nous autres, souvent, j'ai l'impression que ces gens-là nous considèrent comme une gang de teutons. Je me trompe-tu? Probablement, mais c'est beaucoup des experts marketing, la CAQ. Ça a toujours été leur force. C'était le cas pendant la pandémie. Je veux dire, le comité était entièrement constitué de gens de communication d'abord et avant tout. Hey, désolé si tu entends un peu de son, il y a des gens qui travaillent sur mon toit. Mais honnêtement, ça commence à leur nuire parce que quand on est sorti de la pandémie, c'est une prédiction qu'on avait un peu faite. Je ne sais pas si tu te rappelles bien, mais on se disait, ils ont tellement été accros ou addicts à cette attention médiatique-là, journalière. Tu sais, c'est la messe de 13 heures avec François Legault, c'était l'enfer. Ben, ils vont être à un moment donné où est-ce qu'ils vont redevenir ce que les politiciens sont pour l'ensemble du peuple québécois, c'est-à-dire des gens non pertinents dans leur vie, là. Puis ça, c'est arrivé il y a quelques mois. Tu sais, à un moment donné, on a arrêté d'avoir besoin de voir notre premier ministre à tous les jours dans les nouvelles, de subir le téléroman mauvais qu'il nous faisait à chaque jour. Puis tranquillement, pas vite, ce qu'on sent, c'est que ces gens-là veulent aller rechercher cette attention médiatique-là de toutes les façons possibles. Et ils essayent vraiment, vraiment, vraiment fort d'y arriver, mais ils en sont incapables. Puis, ils sont comme dans une situation qui essaie de recréer le momentum. Puis le jello pogne jamais. Puis on utilise beaucoup les changements climatiques pour ça. Puis encore là, ça pogne pas. Puis combine ça au fait que Québécois s'en va jouer puis flirter beaucoup avec le PQ présentement, que la CAQ est en train de se faire cocufier un peu par PKP, que tu te mets dans une situation où est-ce que là, ils vont essayer encore plus fort d'avoir de l'attention. Et là, on sort toutes les vieilles stratégies. Puis, tu sais, la photo de François Legault du temps qu'il était jeune, puis les grandes affaires, je veux dire, ça nous intéresse pas, là. Ça nous intéresse juste pas. Puis, Geneviève Guilbeault, je veux dire, les histoires avec Mathieu Lacombe, c'est connu de tout le monde depuis longtemps, là. Tu sais, je veux dire, c'est une non-nouvelle, c'est de la diversion. Rappelez-vous que Geneviève Guilbeault est d'abord et avant tout une experte en communication. Elle ne faisait pas juste livrer de la pizza, là, dans le temps. Elle était aussi... Mais tu sais, c'est que ça. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne fille de com, là, parce qu'elle ne passe pas le test 0-0. Là. Ben, elle passe pas le test. Je sais pas. Elle était flon. C'est dur de faire coller de quoi sur Geneviève Guilbeault. Je pense que là, le monde commence à se rendre compte qu'on fait rire de nous autres un peu avec elle. Tu sais, son histoire de photoradar, elle passe pas. Là. Elle passe juste pas. Les gens en ont soupé. Donc, son char 2011 ne fait pas de signe de signaux quand elle ne met pas sa ceinture, ça non plus. C'est des gens qui mentent à tour de bras et qui n'ont pas de problème, puis qui le lendemain mettent des photos d'amoureux du stade. Voyons, moi, être eux autres, là, après que je viens de me faire tabasser de même pour... Il y en a qui vont dire que c'est des niaiseries, mais ça ne l'est pas vraiment. Ça ne l'est pas vraiment. C'est des gens qui vous donnent... C'est des gens qui essaient toujours de vous donner... de vous montrer que vous autres, vous êtes dans le mauvais chemin, qu'eux autres, ils savent comment ça fonctionne, qu'ils sont toujours en train de vous faire la leçon sur tout. Donc, quand ces gens-là, qui se pensent plus que parfaits, vous montrent qu'ils n'ont pas de jugement, ben, vous ne devez pas leur donner le droit de s'en sauver si facilement parce qu'ils mettent une photo au football en amoureux, puis que ça met fin à toutes les rumeurs avec le gars de TV, là, Wautier et compagnie. Puis là, le monde, là, ils disent « Ben oui, c'est cute, etc. » Non, non.
Ça, là, le jour où ils nous ont enfermés, c'est la même femme, là, c'est la même madame qui nous a enfermés chez nous puis qui nous disait que les polices allaient arriver si jamais on avait du monde. C'est la même madame. Il ne faut jamais oublier ça. Là. C'est la madame des télémandats. Là. Oui, puis c'est des gens qui essayent d'être cool, mais dans le fond d'eux autres, c'est toujours pour essayer de... Comment je pourrais dire? C'est toujours pour essayer de justifier leur incompétence ou encore le fait. Parce qu'ils savent que l'inflation, ils doivent le savoir. François Legault, c'est pas un cave. Si nous autres, on le sait, là, François Legault, dans le fond de lui-même, sait que ce qui arrive en ce moment aux Québécois, que les Québécois capotent, là, je veux dire, au-delà des histoires de ceinture, là, quand on s'en va à l'épicerie, ça coûte cher. Donc, les gens disent, ouais, il y a des gens qui ont... Ils savent d'où ça vient, le problème. Donc, lui, ce qu'il fait, ben oui, je vous ai donné un chèque en 2022, je vous ai donné un autre chèque en 2022, puis après ça, je vous ai coupé vos impôts, etc. Mais dans le fond, c'est parce qu'il sait qu'il est responsable en partie de ce que nous vivons en ce moment. Et il sait qu'on va leur pardonner parce qu'avec des photos de même dans le salon à côté de l'arbre de Noël avec sa mère, que l'autre est au football avec son chum pour faire jaser un peu, ils savent, comme tu dis, qu'avec ce genre de patente-là, ils deviennent stainless. Mais c'est ça que les Québécois ne peuvent pas se permettre d'avoir parce que c'est pas pour rien qu'on est ce qu'on est en ce moment. Là. C'est parce qu'il y a des gens qui ont abusé puis vous avez fait semblant un peu que c'était pas grave, ça m'intéresse pas, etc. Bien, à force que plus rien vous intéresse d'important, bien, ça finit que ton épicerie, au lieu de coûter 100$, ça coûte 169$. Exactement. Puis à un moment donné, on devient vulnérable aussi à se faire remplir. Je veux dire, c'est rendu, tu sais, tu regardes les nouvelles. Là, François Bonnardel est dans les nouvelles pour nous dire que là, il va falloir se réveiller. Là, les changements climatiques, c'est rendu vraiment, vraiment difficile. Là, tu es là, tu te dis, attends un peu, François Bonnardel, il est ministre de quoi, lui, déjà? Oui, sécurité publique. Là, tu dis, attends un peu, le gars de la sécurité publique est vraiment en train de nous parler de changement climatique. Puis là, il dit, il y a plus d'événements. Là. Pourtant, c'est toutes des affaires que quand tu fouilles un peu, tu trouves full d'informations qui te dit, premièrement, quand tu compares les feux de forêt d'aujourd'hui à il y a 20 ans, il y en a moins. Quand tu arrives puis tu compares également les statistiques, par exemple, sur les tornades, tu dis, hey, il y a vraiment plus de tornades au Québec. Mais quand tu cherches un peu les raisons, tu comprends très, très, très vite c'est quoi. C'est qu'il y a plus de caméras présentement au Québec qu'il y a 20 ans, principalement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les phénomènes de tornades qui sont déclarés maintenant, ils sont filmés par des gens qui ont des caméras dans les mains. Il y avait combien de caméras dans... Voilà, ça c'est moi. Ça, c'est un point, Yann, que j'ai depuis des semaines, depuis que je suis revenu. J'ai dit, les gens ne comprennent pas qu'en 1900, quand moi j'ai commencé dans les médias en 84, il devait y avoir au maximum 3000 caméras qui se promenaient pour la télévision à travers le monde. OK? Aujourd'hui, tu as des milliards de caméras. Des événements qui se passent à Baie-Saint-Paul, qui sont des événements locaux que jamais en 89 on aurait su. Maintenant, ça devient une nouvelle nationale parce que les gens qui sont dans le camping sont tous en train de filmer les roulottes qui s'en vont dans le fond de la rivière. C'est toute une différence, là. Ben oui. Puis on utilise les nouvelles internationales pour continuer un narratif qui a commencé. Tu sais, s'il n'y a pas de feux de forêt au début de l'année au Québec puis au Canada, est-ce qu'on parle réellement des feux de forêt qu'il y a eu en Grèce par après? La réponse est probablement non. Mais là, à un moment donné, c'est mis à mouiller sur le Québec et sur le Canada, puis les feux de forêt ils ont fini par disparaître. Puis on s'est ramassé d'une situation où comment on fait pour entretenir le narratif? Il était bon, ce narratif-là. On est parti à Hawaï aussi. Exactement. Alors qu'en réalité, quand tu regardes vraiment les feux de forêt en Europe, c'est pas une année qui est si pire que ça. Puis beaucoup des feux de forêt qu'il y a en Grèce, c'est d'origine criminelle, by the way. Quand tu fouilles un peu, tu te rends compte qu'il y a toutes sortes de possibilités qui peuvent avoir amené les gens à starter des feux volontairement, notamment plein de lois vraiment louches au niveau des Grecs. Des choses, par exemple, que tu as le droit de construire sur une propriété, pas sur une propriété, mais sur un terrain qui a été brûlé. Donc, tu essaies d'avoir un dézonage pour construire n'importe quoi, un resort hôtelier ou peu importe. Tu as de la difficulté à l'avoir par les voies naturelles. Mais d'un coup que ça passe au feu, c'est super facile à avoir. Sacrément, c'est un méchant système d'incitatif qui a été mis en place en Grèce et des affaires comme ça. Mais tu n'entends personne dans les médias parler de ces sujets-là qui sont hyper passionnants, by the way.
Tu es capable de comprendre qu'est-ce qui incite des humains à aller crisser le feu comme ça. Tu te dis, voyons, c'est quoi les pyromanes en Grèce? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi les gens font ça? C'est pour attirer l'attention. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, c'est de la négligence. Mais tu te rends compte que, Christy, il y a des intérêts commerciaux, des fois, à sacrer le feu. Peux-tu réviser les lois un peu? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais tu sais, les Grecs, tu ne peux pas trop les en demander. C'est ceux-là qui payaient leurs fonctionnaires 13 ou 14 mois par année. Faut pas trop en demander aux Grecs. Ça sont crissés dans la merde aussi avec le niaiserie. Là. Ben oui, mais ça. Hey, mais Legault, je reviens sur le tweet de Legault du week-end là, sur l'inflation. Il nous a parlé beaucoup de choses qu'il a données avant l'élection pour acheter les votes, là, parce qu'à ce moment-là, la CAQ avait peur du backlash de la COVID. Donc, on donnait beaucoup de chèques. Pendant la COVID, pendant l'élection également, le chèque de 2000 $ donné aux personnes âgées. Moi, j'ai entendu des gens qui voulaient voter pour Éric Duhem. Ils ont dit, ouais, on voulait voter pour Éric Duhem, mais si on veut s'assurer d'avoir le chèque de 2000 là, donc, on va voter CAQ. Moi, je l'ai entendu, là, de gens que je connais. Donc, ça, c'est toutes des affaires reliées à l'élection de l'année passée. Mais dans le concret, moi, j'ai fait un tweet et toutes sortes d'affaires. Là. Mais est-ce que toi, mettons que t'es là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour virer ça de bord? Est-ce qu'il y a un moyen de... Parce que, écoute, on rencontre du monde la fin de semaine, il fait beau. Puis, ce qui vient, tu sais, j'ai un gars qui est venu hier, puis le gars, la première affaire qu'il me parle, c'est du coût de la vie, puis sa job, telle affaire, puis là, ben, le monde sont moins prêts. Tout tourne alentour de ça. Ils ont été capables de le créer. Est-ce qu'ils sont capables... je dis pas qu'on retrouve les prix d'avant. Je suis pas sûr que ça peut arriver. Probablement que non. Mais est-ce qu'ils sont capables de créer de l'inflation? Mais est-ce qu'un gouvernement local, je ne parle pas de la Banque fédérale, je parle pas de... Mais est-ce qu'un gouvernement local est capable, moi je pense que, tu sais, j'en ai fait là, donner un break sur, pas des affaires de 2 mois et de 2 semaines. On doit repenser à la taxation, on doit repenser à l'imposition, on doit repenser à la taxe sur l'essence. L'argent qui nous reste après une paye de 1000 $, avec tout ce que ça coûte maintenant de vivre au Québec, on ne peut plus vivre avec ce qu'ils nous laissent. Donc, tout doit être repensé. Est-ce que, c'est rêve en couleur, j'imagine, mais est-ce qu'eux peuvent faire des choses concrètes, à part de nous donner des chèques une fois par 6 mois pour nous faire un clin d'œil? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, tout est en lien avec la productivité. Si tu veux avoir imprimé autant d'argent comme on a vécu, puis éventuellement réussir à digérer la non-inflation que ça créerait, donc d'avoir plus d'argent en circulation, mais qu'en bout de ligne, ça ne se traduit pas en inflation, il y a une seule façon qui existe, c'est que tu augmentes ta productivité. Pour y arriver, le gouvernement du Québec, il y a plusieurs avenues qu'il peut utiliser. La taxation, tu as un bon point là-dessus. Baisse les taxes et les impôts, tu es dans une position où est-ce que tu peux amener les choses à coûter moins cher. Tu peux amener les entreprises à produire plus avec moins parce que tu ne gaspilles pas de l'argent dans des impôts. Par contre, il y a un piège à ça. Si tu baisses les taxes et les impôts, comme aux États-Unis, on aime faire, mais que ça ne vient pas avec des baisses de dépenses, tu as un problème. C'est que là, tu crées quand même un problème inflationniste avec la dette. Donc, c'est pas juste de baisser les taxes et les impôts, c'est qu'il faut que tu les accompagnes à tout prix de baisse de dépenses. Au Québec, de la manière qu'on a structuré nos services étatiques, il va falloir, à un moment donné, réaliser qu'il y a trop de jobs de col blanc au gouvernement du Québec. Il y a trop de gratte-papier, il y a trop de coordonnateurs, il y a trop de directeurs. Puis à chaque fois qu'on dit qu'on va fusionner un service, on va abolir les commissions scolaires, tu te revires de bord, finalement, tu te rends compte que c'est des commissions scolaires sous un autre nom, mais fusionnées. Même chose au niveau des ministères de la Santé. À toutes les fois que tu fais ces fusions-là, ça finit toujours de la même façon. Tu as plus de postes de direction après. Tu as moins de hauts dirigeants, mais tu as plus de coordonnateurs intermédiaires. Fait que tu n'as pas avancé, tu n'as pas réglé ton problème. Si demain matin, tu licencies des dizaines de milliers de travailleurs dans la fonction publique, tu règles 2 problèmes. Tu baisses ton niveau de dépenses, tu es capable de baisser ton niveau de taxes et d'impôts éventuellement, tu viens aider côté inflation. Deuxième problème que tu viens régler, tu viens de libérer des dizaines de milliers de travailleurs qui peuvent être utilisés dans le secteur de privé, qui lui subit une pénurie de main-d'œuvre pour de vrai. Donc, tu baisses la pression à la hausse sur les salaires en faisant ça également. Tu sais, les solutions sont là, sont connues, ils existent, mais penses-tu que la CAQ va aller vers là? Jamais. Penses-tu que le PQ va aller vers là? Pas pantoute. Les libéraux, pourquoi on parle d'eux autres? Vaut pas la peine. Les Québec solidaire, c'est tout le contraire qu'ils proposent.
Fait que là, tu es dans une situation que tu te dis, OK, est-ce que ça va arriver? Pas en tout, ça n'arrivera pas. Parce qu'on est capable d'avoir... En fait, ce que je viens de décrire là, c'est des choses qui se passent dans les autres provinces canadiennes, by the way. Je pense qu'il faudrait regarder un petit peu, côté Saskatchewan, comment ça se passe présentement. Oui, mais par contre, œil au beurre noir pour Doug Ford qui demande à genoux au fédéral et à la Banque canadienne de ne pas monter les taux parce que tout le monde est squeezé en ce moment. Je pense que je viens de voir ça comme chiffre, là, la maison moyenne au Canada, la vente, c'est 754 000, là, Jerry, pardon? Oui. 754 000, c'est ce qu'on vient de voir. Puis là, Doug Ford qui est à genoux, alors que c'était un méga peureux COVID, ce qui a demandé au fédéral de printer du cash puis de faire tout ce qu'ils ont fait. Il est un des architectes de cette inflation-là. Puis maintenant que le seul outil que tu as pour contrôler l'inflation, souvent, malheureusement, on doit s'en servir parce qu'il y a eu de l'abus. Et là, il est le premier à genoux à commander le gouvernement fédéral. Voyons donc, c'est donc bien compétent, ce monde-là. La réalité, c'est que pourquoi on est pogné à augmenter autant les taux d'intérêt, c'est que présentement, les seuls adultes dans la maison, c'est les gens à Banque centrale. Les autres, ils se disent, écoute, on n'a pas le choix d'agir. Les politicos, ils n'agissent pas. Nous autres, il faut qu'on agisse. Donc, on va transférer ce coût-là à la population parce que les politiciens ne nous aident pas. Puis, rappelle-toi, il y a quelques mois, le président de la Banque centrale avait fait des attaques un peu, je te dirais, encodées envers Justin Trudeau en disant, là, Chris, nettoie ta sous, là, parce qu'il y a rien que moi qui travaille, là, tu sais. Puis, ça n'a pas été pris, ce message-là. On continue à dépenser en fou au niveau du fédéral. Doug Ford, s'il veut aider, est-ce qu'il a raison quand il dit que présentement, l'abordabilité des maisons dans sa province est réellement problématique? La réponse est oui, définitivement. Ben oui, on le sait. Là. C'est plus qu'évident. Par contre, est-ce que Doug Ford a facilité l'accès à la propriété des gens, par exemple, en facilitant le dézonage, en incitant les maires de ces municipalités ou de ces villes à être moins gourmands en termes de taxation, non. En s'assurant qu'il y ait moins de réglementation au niveau de la construction, des choses comme ça. Il n'a pas fait ces actions-là. Fait que Doug Ford est en train d'utiliser la même stratégie de la CAQ, c'est-à-dire de faire diversion. On s'assure que quelqu'un d'autre que nous prenne le blâme. Donc, en allant brailler dans les médias comme ça, il s'assure de mettre le blâme entièrement sur la Banque centrale, alors qu'en réalité, il y a beaucoup à voir lui aussi dans la décision avec son inaction. Ça fait longtemps que la construction au Canada est trop réglementée, Québec étant une place pire qu'ailleurs. Ça fait longtemps que le zonage est trop rigide au Canada. Tu sais, soyons conscients qu'on n'habite pas une grande partie de notre territoire. À un moment donné, il faut arrêter de virer fou avec toutes les normes environnementales. Il faut arrêter de virer fou avec ce zonage-là. C'est des bouts de papier, là. Est-ce que le territoire est habitable? Est-ce qu'on doit construire dessus? La réponse est oui. Ben go, allez-y vite. Tu ne peux pas avoir une politique qui accueille autant d'immigration en même temps que tu essaies de faire autant de développement économique, tout en mettant des bâtons dans les roues à ceux-là qui veulent construire des condos, ceux-là qui veulent construire des maisons. Je vais donner un exemple de bien simple, moi, là, en ce moment, avec ma nouvelle place. J'ai 2 terrains. J'ai 2 lots. J'ai le lot où ma maison est, et l'autre bord de la rue, j'ai un terrain de 15 000 pieds carrés dans le bois. OK? Et ce terrain-là est zoné agricole, mais sans agriculture. Il n'y a jamais eu d'agriculture dessus. Jamais. Et là, je m'en vais vers un long combat que peut-être que je vais mourir avant qu'il finisse. Mais je pourrais faire un jumelé pour mes filles là-dedans. Qui sont rendues. Je pourrais avoir les services de la ville. Donc, je suis dans une genre de densification. Je me sers d'un bout de terrain qui est là, qui sert à rien. Là. Oui, OK. Il t'appartient. Il m'appartient en plus. Oh, oui, OK, j'avoue, là, j'aurais peut-être une quarantaine de chevreuils dans la place. Là. Mais j'ai l'impression que si je me mets ça très boisé et tout, je ne shakerai pas l'habitation des chevreuils. Anyway, il semble en avoir quasiment trop. Là. Mais il semblerait que là, ils vont renforcer la CPTAQ. On va se dire, le problème du départ, c'est quand le parti de René Lévesque avec Garon ont fondé la CPTAQ. Là, on n'était plus juste à protéger des terres agricoles. Parce que moi, je suis pas contre ça, là, qu'il y a des terres agricoles qui soient protégées, mettons, à Saint-Hyacinthe ou à des places où c'est vraiment important de leur faire attention. De temps à autre, on n'a pas le choix. Il faut y aller avec une genre de compensation qui était un système qui fonctionnait bien, qui ont finalement enlevé parce que ça fonctionnait bien.
Mais là, le problème, c'est que la CPTAQ s'est donné un pouvoir incroyable, même sur des territoires qu'ils ont jugés comme étant agricoles, où il n'y a jamais eu d'agriculture, ou encore qu'il n'y en a plus depuis 75, 85 ans, que ces terres-là sont en friche, qu'il n'y a plus rien à faire avec. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, comme tu le dis, si tu rentres du monde à pocheter, il faut que tu mettes ce monde-là quelque part. Puis en plus, on vit dans un monde qui s'est industrialisé beaucoup, qui a eu de l'innovation technologique terrible. On vit dans un monde où est-ce que pour nourrir les humains de la planète, qui, d'un, sont de plus en plus nombreux chaque année, de deux, consomment de plus en plus de calories chaque année, on utilise moins de terres agricoles qu'avant. Oui. Ça, à un moment donné, c'est quand est-ce que nos dirigeants politiques vont s'en rendre compte? Oui. On est capable de nourrir les humains qui mangent plus, qui sont plus nombreux, avec moins de terres qu'avant. Donc, est-ce que c'est important? Mettons une terre, comme tu décris là, qui n'a jamais été cultivée. Est-ce qu'un jour, elle va être cultivée? Non. Il y a des grosses chances que la réponse soit non. Parce qu'on n'ira pas cultiver des endroits qu'on n'a pas déjà défrichis parce que, je veux dire, si ça avait été une si bonne terre que ça serait déjà fait. Oui. Et on est vraiment dans une pause. Puis le pire, c'est comme citoyen, excuse-moi, Yann, le pire comme citoyen, c'est que j'ai parlé avec un consultant. Tu sais, souvent, je vais mettre un 100-125$ pour une heure pour jaser avec quelqu'un qui va te guider. Mais le gars est là-dedans. Là. C'est un spécialiste il a été, lui, au ministère de l'Environnement. Il vient de l'autre gang. Mais tu es incapable. Il dit, tu t'en vas vers... il dit, c'est sûr que c'est normal que toi, tu sois un des premiers à l'avoir avec le dossier que j'ai là. Mais il dit, sais-tu quoi? Tu vas tourner en rond avec un paquet de fonctionnaires pendant 10, 15 ans. Puis on ne sait pas. Logiquement, oui, mais on ne sait pas quel fonctionnaire tu vas pogner. Ça va être peut-être un gros nom. Finalement, tu auras perdu un paquet d'argent. Il ne se passera absolument rien. Ça aussi, ce côté-là est plate de savoir qu'à chaque fois qu'on a besoin, on paie des taxes, on veut avoir des services, on veut parler à du monde, on veut que... non, on joue au quilles avec nous autres. Ils nous garochent un peu partout. Ils se moquent de nous autres. Puis t'es dans l'arbitraire, oublie jamais ça. L'arbitraire, ce que ça fait, c'est que si, mettons, ton nom, au lieu d'être Jeff Fillion, c'est Charles Sirois, est-ce que tu es capable de faire dézoner ton terrain? Il y a l'air, en tout cas, il y a des objectifs que oui, dans son cas. Là. Mais tu comprends le point. C'est que quand on a trop de règlements, ça permet aux gens d'appliquer les règles de manière arbitraire et c'est ce qui favorise une culture de collusion. C'est hallucinant. Là. À un moment donné, tu es là, tu te dis, regardez qu'est-ce qui cause nos problèmes. Fait que quand Pierre Poilievre arrive au début de sa course à la chefferie, puis il dit « I will fight the gatekeepers ». Ben, les gatekeepers, ce qu'ils voulaient décrire, c'était ça. C'est ceux-là qui protègent le modèle, ceux-là qui protègent le zonage, qui protègent la réglementation pour conserver leur pouvoir décisionnel, leur pouvoir sur le petit peuple. Mais la réalité, c'est qu'on n'est plus là. On n'a plus besoin de ces choses-là. Il faut déréglementer parce que ce qu'on est à la recherche présentement, c'est de gains de productivité qui nous permettraient de vivre un peu comme dans les années 2010 à 2020, c'est-à-dire d'avoir des faibles taux d'intérêt et avoir suffisamment de productivité pour ne pas créer d'inflation. Oui. C'était une belle époque. Mais ça... C'est fou de parler de cette époque-là comme si c'était il y a longtemps dans le passé. Mais la réalité, de 2010 à 2020, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un développement économique qui est tout simplement incroyable. Ça se fait avec des faibles taux d'intérêt et ça se fait en même temps avec très peu d'inflation. C'est tellement fantastique ce qui s'est passé là qu'on a pris pour acquis que c'était la nouvelle norme, qu'on pouvait imprimer de l'argent comme des innocents, puis qu'il n'y aurait plus jamais de conséquences. Le problème, c'est qu'en ayant fermé nos économies, en ayant intégré le télétravail, puis ces choses-là, puis d'une manière complètement chaotique, on est dans un monde où est-ce que les gains de productivité ne sont pas aussi grands depuis 2020 qu'ils l'étaient en 2010. En plus de ça, il ne faut pas se cacher non plus, une grande partie de ces gains de productivité-là venaient de l'expatriation d'emplois dans les pays asiatiques ou les manufactures ou des choses comme ça. Le seul attrait des États-Unis qui faisait en sorte que les manufactures voulaient retourner en sol d'Amérique, c'était les faibles coûts d'énergie au niveau du gaz naturel aux États-Unis puis de l'exploitation du pétrole. C'est la seule chose qui a permis de perpétrer encore quelques années ce phénomène-là de faible inflation malgré des bas taux d'intérêt. Mais au Canada, puis surtout au Québec, est-ce qu'on a un discours qui favorise présentement les faibles coûts d'énergie? La réponse est définitivement non. Fait que tu es vraiment dans une situation où tu dis, écoute, à un moment donné, la recette est claire. Là. Déréglementation,
s'assurer d'avoir des faibles coûts d'énergie, puis on peut se payer un party qui est vraiment le fun si on a ce contexte-là. Nos politiciens vont dans la direction contraire. On veut plus de réglementation, on veut augmenter les coûts énergétiques à cause des affaires de taxes carbone et ces affaires-là. Je veux dire, c'est pas la bonne recette. Vous faites exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Fait qu'êtes-vous surpris du résultat présentement? Mais OK, tout est beau, il y a un bouc émissaire, c'est toute la faute de la Banque du Canada. Puis après ça, tu vois des clowns comme PSPP qui arrivent dans les médias et qui se disent « Hey, si on avait contrôle, nous, de la Banque du Canada, là, vos taux n'augmenteraient pas beaucoup. Ah oui. Man, il y aurait juste plus d'inflation. » De quoi tu parles? Ah oui. Les seuls adultes dans la maison présentement, mais ça, c'est les dirigeants. Ça, c'est le même qui veut que nous envoyer des bons d'épicerie, là. Écoute, les bons d'épicerie du PQ, là, je veux juste vous dire une affaire. Là. Le PQ vous envoie des bons d'épicerie pour acheter de l'épicerie. Vous n'en aurez plus de Publisac. Il y en a qui n'en veulent plus de Publisac. Il n'y en aura plus. Pas parce qu'il n'y en aura plus parce que c'est pas écologique, parce qu'il n'y en aura plus de spéciaux. Pourquoi les chaînes se fendraient le cul à essayer de vous vendre des pilons de poulet à 1,99 la livre quand ils peuvent vous le vendre 5$ parce que vous avez des bons d'épicerie. Vous avez des bons d'épicerie donnés par le gouvernement. Ça fait communiste. Il n'y a rien de plus cave que qu'est-ce que j'ai vu là, mais ça a l'air que c'est the flavor of the month ou flavor of the year. Ça a l'air que le PQ sont partis, puis même Jean Talon, ça semble quasiment en fait. C'est incroyable. Parce que ça me fait capoter. Fait capoter bien raide. Capoter bien raide. Notre faible connaissance économique nous nuit énormément dans cette situation-là parce que tu as François Legault qui nous donne un plan, un bouclier anti-inflation avec 4 mesures là-dedans qui créent carrément de l'inflation. Oui, les chèques. Tu sais, puis l'autre côté, le PQ arrive. Non, nous autres, on va vous aider, on va vous envoyer des chèques pour l'épicerie. T'es là, tu dis, on tabarcelac, il n'y a personne qui comprend rien ici. Dans quelle place de débile qu'on vit, là? À un moment donné, tu te dis, l'inflation, là, c'est un phénomène qui est d'abord et avant tout monétaire, c'est vrai, là. Mais Christy, il y a des façons de s'en sortir pour que ce soit moins grave. C'est en haussant la productivité. C'est pas en envoyant des chèques, sacrément, des chèques qui ont été pris directement sur la dette. Ah, mais la productivité, entre toi et moi, ça n'existe plus nulle part. Ben, la gang, là, 10%. Ouais, mais la gang là, qui font des chars dans le Michigan, là, puis qui se demandent pourquoi toutes les nouvelles usines ouvrent en Alabama puis en Georgie, là, d'après moi, ils vont comprendre que leur usine va fermer assez rapidement. Ils demandent, je parle de GM, Ford et Chrysler. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la compagnie Chrysler. Là, c'est un autre nom. Stellantis. Ils demandent une paye de 40 heures, mais ils vont travailler 32 heures. Mm-hmm. Et ils demandent une augmentation de salaire de 46 %. Oui, monsieur. Hey, check. Sinon, on va se mettre en grève. Mais tu sais, la productivité à cette heure est détenue dans les mains de très peu d'individus qui sont encore... Puis tu sais, t'as beaucoup de pirates là-dedans, là. Des boss de PME qui font des miracles avec leur petite entreprise parce qu'ils ont de la difficulté à recruter du personnel. Fait qu'ils se sont mis dans le mode solution, puis ils ont automatisé, puis ils ont robotisé, puis ils ont investi du capital. Puis ça, c'est la voie de l'avenir, là. C'est les choses qui fonctionnent réellement. C'est l'innovation qu'on voit aussi dans un monde comme aujourd'hui. Mais gardez une chose en tête. Puis ça, c'est vraiment important ce que je vais dire là. Les gens qui comprennent la game de la productivité puis qui réussissent à l'augmenter dans leur entreprise vont être les grands gagnants dans cette histoire-là. Mais on s'en va dans un monde où est-ce que la richesse va être détenue par encore beaucoup moins de personnes que ce qu'on a vécu dans le passé. Les travaillants, oui. Et vu qu'ils seront moins nombreux, bien là, tout le monde va se plaindre que c'est les mêmes qui ont l'argent. Tout à fait. C'est exactement le monde dans lequel on se dirige. La productivité permet aux gens qui veulent réellement mettre l'épaule à leur roue, qui veulent réellement augmenter ou optimiser leur business, d'avoir un grand succès. En plus, la compétition est de plus en plus faible, mais ça fait en sorte que oui, ils vont faire plus d'argent, mais ils vont être encore aussi plus pointés du doigt comme étant les méchants dans l'histoire. Mais la réalité, c'est que c'est les seuls présentement qui comprennent la game suffisamment pour dire, OK, il y a de quoi à faire, il y a de quoi à développer, il y a de quoi à organiser. Mais le succès passe par ça. Mais est-ce que tu entends des gens au gouvernement nous parler de productivité de temps en temps? Non. Ces gens-là ne voient rien aller. Non, ça Ils ne voient absolument rien aller. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, la pandémie a été hallucinante en termes de changement dans notre industrie, services financiers. Mais Christy, en termes de productivité, on a fait des bonds qui sont tout simplement gigantesques, là. C'est beaucoup plus facile pour nous faire de l'argent en 2023 que ça l'était en 2019. Oh oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que dans le milieu du média, ça, c'est un peu ce qui est fascinant parce que
une business comme Radio Pirate démontre, hors de tout doute raisonnable, qu'il y a vraiment moyen de faire une belle business médiatique avec des moyens financiers qui sont beaucoup moindres qu'avant. Mais ce qui est fascinant, c'est que toutes les grandes entreprises médiatiques font moins d'argent qu'avant. Oui. Ils ne sont pas capables d'être productifs parce qu'ils ont encore l'ancien modèle. Ils font encore le traitement de l'information de l'ancienne façon. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de s'ajuster. Ils ne sont pas capables de... Ils sont appelés à mourir à cause de ça. Ils sont appelés à mourir non pas parce que leur existence ne vaut pas quelque chose. C'est juste qu'ils ne sont pas capables de se moderniser au nouveau monde d'aujourd'hui qui demande, oui, moins de monde, plus efficace, plus de techno à travers, plus productif par personne. Mais ils fonctionnent encore avec les mêmes moyens qu'il y avait dans le temps. Tu sais, je prends juste les médias écrits. Même syndicat. Un média écrit, si tu écris dans un journal, il faut que tu fasses 3 à 4 textes par jour. C'est pas 3 textes par semaine, c'est 3 à 4 textes par jour. Tu as les outils maintenant pour le faire. Avec GPT, il n'y a plus d'excuses. Mais non, en plus, avec GPT, il n'y a plus zéro. Il y a zéro excuse. Thank you, Yann. Bon dîner, mon ami, puis content d'avoir parlé aujourd'hui. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, et également en podcast avec Frank.